comme je parle aussi mal le catalan que le castillan, finalement j'ai décidé d'utiliser la langue la plus parlée dans le monde, le chinois. Com que diu que parla tan malament el català com el castellà, diu que ha decidit utilitzar la llengua més parlada del món, que és el xinès. Alors, merci au Forum du débat de Vic pour cette invitation à parler d'un thème qui me semble d'une actualité brûlante, qui est la crise et comment en sortir. Et la proposition de la décroissance est précisément une proposition pour sortir de la crise. Gràcies al Fòrum de Debats per convidar-lo a parlar d'un tema com el decreixement, que és un tema doncs, per convidar a sortir de la crisi. Alors, quand on parle de crise, de quoi parle-t-on? Parce que moi j'ai l'impression, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'avoir toujours vécu dans une crise. En 1968, c'était une crise culturelle. En 1970, avec le premier rapport au Club de Rome, on était dans une crise écologique. En 1980-90, avec la contre-révolution néolibérale, on a connu une crise sociale. Et finalement, en août 2007 a éclaté la fameuse crise des subprimes aux États-Unis, dont nos gouvernements ont dit qu'elle était seulement américaine et financière. Mais le 15 septembre 2008, avec la chute de la banque Lehman Brothers, on a vu éclater une crise à la fois mondiale et économique. Quan es parla de crisi, diu de què parlem. Sempre hem estat en crisi. El 68 hi havia una crisi cultural, als 70 hi havia una crisi ecològica, als 80 i el 90 amb la contrarrevolució i la crisi social de gran escala. El 2007 amb les subprimes americanes, que ens semblava que era també una crisi absoluta, i el 15 de setembre del 2008 amb la caiguda del Lehman Brothers, que sembla que ha estat la definitiva. Et alors, aujourd'hui, on voit bien que nos gouvernements sont en pleine schizophrénie. Ils disent qu'il faut relancer la croissance, mais il faut arrêter la croissance parce que ça détruit le climat, etc. Donc toutes ces crises maintenant se télescopent, se rejoignent, forment une sorte de crise que mon ami Edgar Morin appelle une crise anthropologique, et que tout simplement, je dirais, une crise de civilisation, je dirais même la crise de la civilisation occidentale. Diu que avui els governs estan en una mena d'esquizofrènia col·lectiva, parlant de crisi i de necessitat de creixement a la vegada. Hi ha el filòsof Edgar Morin parla de crisi antropològica i diu que, en definitiva, el que estem és davant d'una crisi total. Alors, il y a un paradoxe, évidemment, parce qu'on sait que dans la médecine hippocratique, la crisis, c'est seulement un moment. C'est le moment où la maladie se déclare et où le médecin peut porter un diagnostic, savoir si le malade va mourir ou bien s'il va retrouver la santé. És una paradoxa parlar de crisi. A la medicina hipocràtica la crisi és un moment en què no sabem a veure si el malalt se'n sortirà o si caurà més malalt o si trobarà la salut a través de la crisi. Mais ce paradoxe s'explique du fait de la spécificité de la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire une société capitaliste avancée, une société de croissance, une société qui est toujours en crise parce qu'elle ne peut trouver son équilibre que comme le cycliste, en pédalant, en allant toujours plus vite. Et par conséquent, si elle ralentit, évidemment, comme le cycliste, elle se casse la figure et c'est la crise. La paradoxa s'explica del fet de l'especificitat del capitalisme en el que vivim. I posa l'exemple del ciclista, que diu que com més de pressa pedala, li sembla que més aviat se'n sortirà, i com més de pressa pedala també més a prop està de poder caure de la bicicleta i trencar-se la cara. Alors, évidemment, une crise de la civilisation occidentale, ça nous renvoie à des analyses plus philosophiques. Je pense à celle dans l'entre-deux-guerres d'Oswald Spengler, Le déclin de la civilisation occidentale, repris par Arnold Toynbee, ou plus récemment, toute une série d'essais extrêmement fascinants sur le collapse, l'effondrement
le plus fameux, évidemment, celui de Yared Diamond, n'est-ce pas, Collapse, l'effondrement, mais aussi plus intéressant celui de Joseph Tainter, britannique, The Collapse of Complex Societies, l'effondrement des sociétés complexes, et plus récemment encore un livre, je ne me rappelle plus deux auteurs, qui a pas mal de succès, qui s'appelle L'effondrement de la civilisation occidentale. Em diu que estem davant d'una crisi de civilització que entre les dues guerres doncs, va començar amb aquest decliu de la civilització occidental i que hi ha una colla de fets que ens parlen d'aquest col·lapse, d'aquest un enfonsament. Cita uns quants autors que abunden en aquesta idea de l'enfonsament de les societats occidentals. Alors, Santiago vous a dit effectivement que pendant toute ma carrière, j'ai été économiste. Mais face à une crise de cette ampleur, il ne faut pas seulement être économiste, je dirais même, il ne faut surtout pas être économiste, il faut être philosophe. Et donc, je partirai d'une réflexion du plus grand philosophe de notre temps, après Jean-Louis Prat, qui est Woody Allen. Diu que Santiago Vilanova l'ha presentat com a economista, però que per sortir de la crisi, sobretot el que no s'ha de ser és economista, diu que és millor ser filòsof, i en aquest sentit doncs, cita no pas en el seu amic Jean-Louis Prat, sinó en el millor filòsof dels nostres temps, que és en Woody Allen. Woody Allen nous dit: nous sommes arrivés à la croisée de deux chemins. L'un mène à la disparition de l'espèce, l'autre au désespoir total. Et il ajoute: j'espère que l'humanité fera le bon choix. Diu que, seguint amb l'idea d'en Woody Allen, ens trobem amb l'idea que ell presenta, que és el de l'encreuament de dos camins. Un porta a la desaparició total, l'altre a la desaparició de l'espècie, i diu Woody Allen: esperem que feu la bona elecció. Alors, cette réflexion est évidemment très profonde. La voie qui nous mène à la disparition de l'espèce, c'est celle sur laquelle nous cheminions allègrement jusqu'en 2007, en août 2007. C'est la voie de la société de croissance avec croissance. C'est celle que nos gouvernants voudraient reprendre avec l'idée de relance de la croissance. Et comme le savent, il suffit de lire le 5e rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou des spécialistes qui nous parlent de la 6e extinction des espèces, pour voir que cette voie de la société de croissance avec croissance nous mène à la disparition de l'humanité. Diu que el perill de desaparició de l'espècie doncs, és evident, que el camí que emprenen els governants de creixement, sobrecreixement i llançar el creixement cada vegada més no porta enlloc, i que així es veu doncs, amb l'evolució dels problemes climàtics, i que això porta doncs, a l'extinció de les espècies. La deuxième voie qui mène au désespoir, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui. La voie de l'austérité, c'est-à-dire la voie d'une société de croissance sans croissance. Alors ça, c'est terrible, parce qu'au moins une société de croissance avec croissance, ça crée des emplois, ça crée des ressources pour financer, ça détruit bien sûr la planète, ça détruit les pays du Sud, mais au moins ça donne du travail à nos ouvriers et ça donne des ressources budgétaires à l'État pour financer la culture, l'éducation, la santé, etc. Mais une société de croissance sans croissance, c'est désespérant, parce qu'il y a des millions de chômeurs et il n'y a plus de ressources. Et on taille tous les budgets, c'est ce que nous sommes en train de connaître. Donc ça ralentit, au lieu d'aller vers le mur des limites de la planète, au lieu d'aller à 300 à l'heure, on va à 280, mais en même temps, on y va, autrement on y allait joyeusement, là on y va avec désespoir. Diu que la segona via és la de la desesperació, la de l'austeritat, el creixement sense creixement. Almenys si hi ha creixement, doncs hi ha contractació, hi ha feina, i per tant hi ha cultura, hi ha salut, hi ha arguments i recursos, i en canvi de l'altra manera el que tenim són milions d'aturats, cap recurs, cap pressupost, i doncs molt pitjor, que en comptes d'anar a 280 es va a 200, però sense cap possibilitat de creixement. Et tous les gouvernements, absolument tous les gouvernements de la planète, n'est-ce pas, n'ont d'autres horizons que soit la relance, soit l'austérité.
au G8, je crois, au Canada, en 2009, il y avait Madame Merkel qui naturellement plaidait pour l'austérité, Obama qui plaidait pour la relance, et Madame Lagarde, qui était alors ministre de l'économie française, a fait la synthèse des deux en inventant un néologisme, en disant ce qu'il faut, c'est la relance, c'est-à-dire relance, c'était la synthèse de rigueur et relance. Diu, tots els governs miren cap a un altre costat, o rellançament o austeritat. L'Obama doncs, estava pel rellançament, la Merkel estava per l'austeritat, i la ministra Lagarde, la ministra francesa, va fer una síntesi dels dos, inventant el neologisme de relance. Relance, rigueur et relance. Rigor i rellançament. Alors, je ne suis pas venu, évidemment, pour vous dire que nous n'avons le choix qu'entre la peste et le choléra. Fort heureusement, il faut dénoncer cette double imposture de la relance et voir qu'il y a une troisième, non pas une troisième voie royale à côté des deux voies, mais un petit chemin de traverse, n'est-ce pas, qui est le projet qui nous permet d'éviter à la fois la disparition de l'espèce et le désespoir, et c'est précisément le projet de la décroissance. Diu que cal denunciar la impostura d'aquesta suposada tercera via reial, i el que hi ha doncs, és una drecera que cal intentar agafar per evitar de caure en la desesperació per la falta de creixement. Alors, il faut d'abord donc dénoncer la double imposture de la relance et voir les solutions proposées par la décroissance. Cal denunciar la doble impostura de la relance i està doncs, abocar-se clarament pel decreixement. Donc nous voulons, et sur ce point heureusement nous ne sommes pas les seuls, nous ne voulons ni la rigueur ni l'austérité. La décroissance, contrairement à des présentations caricaturales, n'a rien à voir avec la récession, parce que la récession, c'est une société de croissance sans croissance. La décroissance, c'est tout autre chose, comme nous allons le voir. No volem ni rigor ni austeritat i hem d'evitar aquesta visió caricaturesca que intenten fer-nos creure del decreixement. El decreixement no és recessió, sinó que és tota una altra cosa. Alors, dans le rejet de l'austérité, nous avons des alliés théoriques et des alliés politiques. Sur le plan théorique, ce n'est évidemment pas les auteurs dominants, mais des quantités un certain nombre d'auteurs qui écrivent en particulier dans le monde diplomatique. Je pense à Jacques Sapir, à Frédéric Lordon, à Emmanuel Todd, et même un des rares économistes français qui a eu un Nobel, enfin ce qu'on appelle un Nobel d'économie, Maurice Allais, à la fin de sa vie, condamnait cette politique d'austérité comme étant stupide et absurde. En el refús de l'austeritat hi ha aliats en el món polític, però sobretot autors doncs, que ho han vist prou clar com per teoritzar-hi. En cita uns quants, Jacques Sapir, Emmanuel Todd, o fins i tot un premi Nobel, Maurice Allais, que teoritzen sobre el decreixement. Et sur le plan politique, un certain nombre d'hommes politiques, tant qu'ils n'étaient pas au gouvernement tout au moins, préconisaient effectivement de lutter contre l'austérité, voire même de démondialiser, puisque l'austérité est une conséquence de la mondialisation. Je pense en France à des gens comme Mélenchon, même Arnaud Montebourg, et puis plus récemment des mouvements politiques qui défrayent la chronique, comme le mouvement grec qui est arrivé au pouvoir, Syriza, et en Espagne vous avez le mouvement Podemos. Diu que sobre el pla polític els que no estan al govern doncs, també proposen de lluitar contra aquest creixement. Parla de Mélenchon a França i parla doncs, de moviments polítics com Syriza a Grècia, que ha arribat al poder, o el cas de Podemos a Espanya. Donc avec tous ces auteurs et tous ces hommes politiques, nous dénonçons évidemment l'absurdité, mais pas seulement l'absurdité, c'est même la criminalité de cette politique déflationniste qui pousse les gens au désespoir, au suicide. Vous avez en Grèce, un peu partout, des gens qui se suicident, il y en a d'ailleurs tous les jours dans les entreprises et surtout parmi les chômeurs. Donc une politique criminelle et stupide, qui effectivement, et que nous vérifions encore en France aussi, que plus
plus on coupe dans les budgets, plus on fait d'austérité, plus on accroît les dettes et plus, évidemment, puisque les rentrées fiscales diminuent, donc on est dans une spirale déflationniste qui nous pousse littéralement au désespoir. Diu que cal denunciar l'absurditat, que es porta fins i tot a una certa criminalitat, un munt de gent que està empesa al suïcidi, tant a les empreses, en el camp dels aturats, una política criminal i estúpida, diu que es verifica dia a dia, que no fa més que tallar els recursos perquè es puguin fer coses i que per tant aquesta deflació es veu avui a França que no porta enlloc. Mais pour sortir de cette spirale, évidemment, il faut rompre avec les deux tabous, les deux dogmes sur lesquels s'est construit l'Union européenne et sur lesquels fonctionne maintenant le système mondial. Deux tabous, celui du protectionnisme et celui de l'inflation. Ce qu'on appelle les 30 glorieuses ont fonctionné sur la base d'économies protectionnistes et inflationnistes. Cal trencar els dos dogmes, els dos tabús sobre els quals s'ha bastit la Unió Europea, d'una banda el proteccionisme i de l'altra banda l'inflació. Alors, le dogme actuel, au niveau européen, au niveau mondial, du libre-échange est à la fois une imposture et un crime. Le libre-échange, c'est le protectionnisme le plus féroce des prédateurs. Diu que el dogma actual del lliure canvi és una impostura que cal denunciar, és el més ferotge de tots i no porta enlloc. Les économistes ont discuté pendant des siècles sur les avantages et les inconvénients du libre-échange et du protectionnisme. Il y avait des arguments pour, des arguments contre, ça s'équilibrait. Mais depuis, avec la mondialisation, les arguments du protectionnisme ont été totalement balayés, alors que depuis 200 ans, on avait l'un des compagnons de Marx, Auguste Bebel, avait parfaitement caractérisé le libre-échange et la concurrence libre et non faussée, comme on dit à Bruxelles, en disant « c'est le renard libre dans le libre poulailler ». Aviam si ens en sortirà. Els economistes critiquen el lliure canvi, el proteccionisme, la mundialització ho ha tombat del tot, ho ha escombrat i fins i tot un deixeble de Marx, August Weber, ho denunciava així i posa l'exemple de la guilla dintre del galliner. Alors aujourd'hui, les renards chinois dévorent les poules européennes que nous sommes et les renards européens dévorent les poules chinoises. La mondialisation, ça a été un jeu de massacre au niveau planétaire. Nous avons détruit l'agriculture chinoise, déstabilisant un pays et créant des centaines de millions de Mingong, de paysans sans terre, et en contrepartie, les Chinois détruisent notre tissu industriel, nous ne produisons pratiquement plus rien, et nous plongent dans la crise illimitée. Seguint amb la paràbola de la guilla i les gallines, diu que la guilla xinesa devora els pollastres europeus i que la guilla europea devora els pollastres xinesos. L'únic que hem fet pensant que Xina era una economia que calia protegir ha estat destruir l'economia xinesa i en sentit invers els xinesos el que han fet ha estat destruir el teixit industrial dels europeus. Mais s'il faut sortir de l'austérité, il ne faut pas pour autant aller dans la croissance, en reprise d'une croissance sans limite, retourner à un système d'ailleurs que l'on n'a toujours pas quitté, qui est basé sur une triple illimitation. Si cal sortir de l'austeritat, no cal anar al creixement sense límits, mais vous pouvez répéter le dernier. Oui, mais qui est basé sur une triple illimitation. Que està basat sobre una triple il·limitació. La société de croissance, c'est une société qui a été phagocytée par une économie de croissance. Et l'économie de croissance, c'est une économie qui n'a pour objectif que la croissance pour la croissance. Non pas la croissance pour satisfaire les besoins, ce qui serait raisonnable, mais la croissance pour la croissance. La societat del creixement està fagocitada per l'economia i té com a únic objectiu el creixement pel creixement, no el creixement pel benestar.
Alors j'ai dit, elle est basée sur une triple illimitation. Illimitation de la production, ce qui signifie illimitation dans la destruction des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Illimitation de la consommation, et comme nous savons que nous avons des estomacs limités, ça veut dire qu'il faut créer toujours de nouveaux besoins artificiels, toujours plus de nouveaux besoins, toujours plus artificiels, avec comme résultat l'illimitation de la production des déchets, ce qui signifie la pollution de l'air, de l'eau et de la terre. En aquesta triple il·limitació diu que d'una banda hi ha la il·limitació dels recursos naturals, de l'altra hi ha la il·limitació del consum, diu que el nostre estómac és limitat i per tant han de crear contínuament necessitats artificials per portar-nos a consumir més i més, i d'altra banda la il·limitació dels residus que ens porten doncs, a una contaminació i a una degradació contínua del planeta. Et sur cette rupture nécessaire avec la société de croissance, il faut bien dire que nous n'avons ni alliés théoriques ni alliés politiques. Diu que sobre aquesta ruptura de la societat de creixement cal tenir en compte que no tenim ni aliats polítics ni aliats teòrics. Parce que les alliés que nous avions contre l'austérité, eh bien, ils donnent, ce qu'ils proposent, c'est tout simplement les vieilles recettes keynésiennes qui étaient très bonnes dans les années 30, mais qui aujourd'hui ne sont ni souhaitables écologiquement, ni possibles même économiquement. Contra l'austeritat no serveixen les velles receptes keynesianes, que no són, puc repetir-ho d'un mot, s'il vous plaît? Pardon? Que no són ni souhaitables écologiquement, ni desitjables ecològicament, ni possibles économiquement. Ni possibles econòmicament. Ni souhaitable économiquement, ben, nous le savons bien, puisque nous sommes arrivés, il suffit de lire les rapports comme celui du GIEC, etc. Et donc, toutes ces recettes keynésiennes préconisées par des gens très honorables, comme Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, qui a fait un tabac récemment avec un livre très intéressant, Paul Krugman, etc. Bon, c'est des vieilles recettes qui étaient bonnes, mais qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Diu que llegint els informes econòmics ens adonem que, i veient doncs, què expliquen els autors que teoritzen sobre les velles receptes, veiem que en aquests moments no funcionen ja aquestes velles receptes. Et nous n'avons pas d'alliés théoriques non plus. Normalement, notre allié naturel devrait être les partis verts, les partis écologiques. Mais il se trouve que quand ils sont arrivés au pouvoir, soit en Allemagne, soit en France, soit ailleurs, les partis verts ont abandonné le message de l'écologie politique originelle, celui des fondateurs. Pensez à quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, qui est devenu un libéral libertaire. Hein. Mais il n'est pas le seul. Tous les écologistes, à peu près, ont abandonné cette critique de la croissance, critique radicale. No tenim tampoc aliats teòrics, intel·lectuals, només hem de veure doncs, què ha passat amb els verds quan han arribat al poder a Alemanya, posa el cas concretament, amb l'abandonament de l'ecologia política. Parla en aquest sentit Daniel Cohn-Bendit, que doncs, és potser el cas més representatiu, i per tant doncs, abandonen els antics predicaments ecologistes que els han portat al poder i formen part del sistema. Et alors, quand nous n'avons pas d'alliés, en fait, nous avons des alliés théoriques, mais ils sont tous morts. C'est-à-dire, et ça c'est très intéressant, parce que je viens de lancer, enfin j'ai lancé depuis 2 ans, une collection sur les précurseurs de la décroissance, hein, aussi bien en France qu'en Italie. Malheureusement, la crise en Espagne, dans l'édition est tellement forte que mes éditeurs espagnols n'ont pas encore pu traduire ces ouvrages. En France, nous avons déjà publié 14 petits livres sur les décroisseurs, les précurseurs de la décroissance. Ce sont presque tous soit des fondateurs de l'écologie politique, comme Jacques Ellul, Ivan Illich, Castoriadis, dont on a parlé, hein, mais bien d'autres aussi, et y compris des hommes politiques. Par exemple, il a été étonnant, on a découvert qu'un ancien secrétaire du Parti communiste italien, Enrico Berlinguer, était partisan de ce qu'il appelait l'austérité révolutionnaire, mais qui a été traduit en français d'ailleurs sur l'idée d'abondance frugale,
et qui était un projet de décroissance. Diu que si no tenim aliats polítics, diu que els aliats polítics que tenim, diu, estan tots morts, i per tant doncs, els precursors del decreixement o sigui, s'ha hagut de reinventar. Itàlia, França, diu que Espanya doncs, està arribant amb retard, i parla doncs, concretament d'un nom polític que és l'antic secretari general del Partit Comunista Italià, Enrico Berlinguer, que parla d'austeritat revolucionària i que a França ha estat traduït per abondància frugal. Et puis on a découvert aussi que finalement tous les penseurs dans l'histoire de l'humanité et tous les penseurs dans toutes les zones de la planète, sauf une petite parenthèse qui correspond à la période qui va des Lumières jusqu'à aujourd'hui, donc la société de croissance, que toutes les penseurs étaient en fait sur la philosophie de la décroissance. Ils préconisaient tous, depuis Épicure, la limitation des besoins, la frugalité, que ce soit en Chine avec Lao Tse, avec le confucéisme, avec le bouddhisme zen, que ce soit en Afrique avec la sagesse traditionnelle africaine, que ce soit en Amérique latine où on redécouvre le sumak kosai des Quechua et des Aymara, qu'on traduit par Buen Vivir, que c'était, quand j'ai rencontré les leaders indiens d'Équateur, ils m'ont dit, mais ce que nous appelons sumak kosai, c'est ce que tu appelles décroissance. Diu que han descobert que en diferents moments de la història de la humanitat, excepte en el període del segle de les llums, doncs, es van trobant moments en què es teoritza sobre el decreixement, des d'Epicur, que ja parlava de frugalitat, ho trobem en el confucianisme i en el budisme, ho trobem a Àfrica amb la saviesa dels africans, parla doncs, dels indis americans i parla concretament doncs, que quan ha trobat un dels líders dels indis equatorians, doncs, li ha parlat en definitiva també del decreixement. Alors, là, j'ai quelques diapos. Bon, je commente très très brièvement. J'ai dit que la société de croissance donc n'était pas soutenable. Bon, on a un indice immédiat qui est l'empreinte écologique. On a l'empreinte écologique de tous les pays. Nous voyons là déjà que nous dépassons, aujourd'hui, ça c'est un peu vieux, mais aujourd'hui nous dépassons la capacité de régénération de la biosphère de 50%. Malgré des écarts entre les pays, malgré, comme vous voyez, il y a des quantités de pays, tous les pays d'Afrique, qui ont une empreinte écologique très inférieure à l'empreinte soutenable. Diu que ara passarà unes diapositives que demostren que el creixement no és sostenible, que concretament parla que hem superat la capacitat de regeneració de l'atmosfera en un 50% i que això ho demostra tot. Alors, là, vous avez un dessin, ça représente évidemment le pied, parce que l'empreinte écologique en anglais, c'est ecological footprint, donc c'est la trace. Alors vous voyez qu'il y a deux gros pollueurs sur la planète, en haut la Chine en vert et en bas les États-Unis. Mais il faut bien voir quand même que les Chinois sont 1,3 milliard, les Américains 300 millions seulement. Diu que la prova de la petjada ecològica la tenim, doncs, que els dos grans països contaminants del món són Xina i Estats Units, i que de totes maneres cal tenir en compte que els xinesos són 1.300 milions mentre que els Estats Units són només 300. Alors certainement que les Chinois sont peut-être un peu trop nombreux, mais les Américains sont beaucoup trop polluants. Diu que potser és veritat que els xinesos són una mica massa nombrosos, però el que és cert és que els americans són massa contaminadors. Alors, la construction, par opposition à cette société de gaspillage, cette société de consommation qui nous porte à la disparition de l'espèce, la solution de la décroissance, donc c'est, je parlais d'abondance frugale, positivement, une fois rejeté c'est retrouver le sens des limites, puisque cette société est basée sur la société de croissance est basée sur l'illimitation, donc retrouver le sens des limites, et ça s'appelle la frugalité. Diu que la construcció de la societat del despilfarro ens ha portat doncs, a un sentit il·limitat del creixement i que hem de trobar doncs, aquesta frugalitat i, en definitiva, el sentit del límit del propi creixement. Alors, je dis toujours, la décroissance, ça n'est pas une alternative, c'est une matrice d'alternatives. Il est bien évident que j'ai parlé
des sociétés d'Amérique latine, la Bolivie, l'Équateur, ils ne construiront pas une société d'abondance frugale de la même façon que les Américains ou que les Espagnols et les Catalans. El decreixement no és l'alternativa, és un model, és un motlle, és una matriu que dona doncs, aplicacions molt diferents segons el lloc del món on s'aplica la idea del decreixement. Mais toute société qui sort de l'illimitation, une fois, alors ça impose un certain nombre d'obligations. Ça impose de sortir justement des valeurs de l'illimitation, de retrouver une logique totalement différente. Tota societat que surt de la il·limitació s'imposa de trobar uns límits en aquesta pròpia il·limitació. Bien sûr, une fois libéré du poids de l'impérialisme de l'économie, on retrouve la diversité culturelle, parce que c'est l'économie qui a imposé l'uniformisation planétaire, la pensée unique avec l'homme unique qui est l'homo economicus ou l'homme unidimensionnel de Marcuse. Et donc, une fois libérée de cette chape de plomb, chaque société doit retrouver ses propres valeurs, mais en même temps construire un futur soutenable et avec en même temps une philosophie commune qui est celle qui était la philosophie traditionnelle de savoir limiter ses besoins et ses désirs. Un cop alliberats del pes del creixement il·limitat, entra en joc la diversitat cultural i cada societat ha de trobar el seu futur sostenible. Parla de l'home únic d'Herbert Marcuse i que, per tant, doncs, cada societat ha de trobar en aquest sentit el seu propi model de nova societat. Donc, l'ensemble de ces conditions, je l'ai synthétisé sous la forme d'un cercle vertueux en 8 actions. Alors, ça n'est pas un programme politique, c'est seulement une conception théorique, une conception d'une société soutenable. El conjunt l'he simplificat en un cercle virtuós, no és un programa polític, sinó que és unes propostes de desenvolupament sostenible. Donc, réévaluer, la première étape, changer les valeurs, sortir des valeurs de l'illimitation, de la destruction de la nature sans limite, de la lutte de tous contre tous, et donc retrouver le sens de la coopération, le sens de vivre de la vie en harmonie avec la nature. Reavaluar, canviar els valors, sortir de la lluita de tots contra tots, advocar per la cooperació i per una harmonia entre els humans. Reconceptualiser, si on change les valeurs, on est amené aussi à changer les concepts de la pauvreté, de la richesse, de l'abondance, de la rareté, etc. Si canviem els valors hem de canviar els conceptes de pobresa, d'abondància, de raresa. Si on change donc les valeurs et les concepts, ça amène évidemment à changer les rapports de production, ce qu'on produit, la façon de produire. Si canviem els valors i els conceptes hem de canviar les relacions de producció, la manera com produïm. Si on change les manières de produire et les rapports de production, eh bien, ça amène évidemment à changer les rapports de distribution. Alors sur ce point, les analyses de Thomas Piketty sont tout à fait justes. Le développement des inégalités dans ces dernières années a porté les sociétés à des dysfonctionnements sociaux extraordinaires. Si canviem els valors de producció hem de canviar els valors de distribució. Els analistes en aquest sentit han vist clar que les inigualitats, les injustícies, creen disfuncions i això s'ha d'invertir. Alors la relocalisation, bien sûr, intègre un ensemble, le changement des valeurs, le changement toute une façon de... La relocalisation, en un certain sens, c'est tout simplement la démondialisation. La relocalització integra aquest canvi de sistema de valors i forma part de la desmundialització. Alors ensuite, bien sûr, réduire l'empreinte écologique, réduire le gâchis, réduire la surconsommation. Reduir la petjada ecològica, reduir el sobreconsum.
réutiliser, alors réutiliser plutôt que, il y a un des livres que tu n'as pas mentionné, je crois, c'est sur l'obsolescence programmée, Bon pour la casse, qui est lié d'ailleurs à un film fait par une réalisatrice qui est allemande mais qui vit à Barcelone, Cosima Danoritzer, que beaucoup d'entre vous ont dû voir. Reutilitzar, que hi ha un llibre doncs, que en Santiago doncs, no ha citat, que és l'obsolescència programada, i que doncs, és un llibre que dona peu a una pel·lícula que segurament que molts de vosaltres haureu vist. Et bien sûr, ce qu'on ne peut pas réutiliser, le recycler, c'est évidemment qui est la conséquence d'ailleurs du changement de conception de la production, de la logique du système. Reciclar és una conseqüència del canvi, la lògica del sistema. Alors, à partir de cet horizon de sens que constitue ce cercle vertueux de 8 R, on peut tirer des applications politiques, donc faire un programme politique. À titre d'exemple, en 2007, j'avais fait un programme en 10 points pour les élections présidentielles, que j'avais publié dans un article du Monde Diplo. Alors, je passe rapidement sur ce programme, en quelque sorte, ce que pourrait être une politique concrète de la décroissance à moyen terme. A partir de l'horitzó doncs, hi ha aplicacions polítiques, programes polítics, i ell concretament doncs, ha presentat un programa de 10 punts que el va publicar Le Monde Diplomatique i que és el que ara a continuació doncs, ens explicarà. Alors, ce programme, évidemment, il ne vaut que pour le contexte français des années 2010, à peu près. Bon, évidemment, dans le contexte espagnol ou dans le contexte catalan, c'est pas très très différent, mais il y aurait des adaptations nécessaires, sûrement. Je passe très rapidement sur ce programme, donc. El programa doncs, s'emmarca en un context francès dels anys 2010, diu que en el context espanyol o català doncs, caldria readaptar-lo, però que pensa que les diferències no són tan grans com perquè no serveixi aquí per explicar-lo. Retrouver une empreinte écologique soutenable, parce que une société, si elle veut avoir un avenir, doit rester à l'intérieur des frontières des capacités de la planète. Retrobar una petjada ecològica sostenible és bàsic per estar dintre de la lògica del planeta. Réduire les transports en internalisant les coûts par des écotaxes appropriées. Alors ça, c'est du bon sens, mais il faut penser quand même que chaque jour, il y a 4000 camions qui passent le col du Pertus, mais pour faire quoi? Pour transporter des tomates andalouses en Hollande, et puis les Hollandais transportent des tomates hollandaises en Andalousie. Reduir el transport internalitzant els costos per les ecotaxes apropiades és bàsic, i sobretot és bàsic el sentit comú. Parla dels 4.000 camions que cada dia travessen la frontera del Pertus, transportant tomàquets d'Andalusia cap a França i tomàquets francesos cap a Andalusia, viceversa. Mais le coût écologique de cette folie des transports, évidemment, est énorme pour la planète. El cost ecològic d'aquesta bogeria del transport és enorme pel planeta. Donc la nécessité de relocaliser le plus possible les activités. Doncs, en conseqüència, hi ha una necessitat de relocalitzar com més aviat possible les activitats. Restaurer l'agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture sans pesticides, parce qu'on sait que les pesticides produisent toutes sortes de maladies, le cancer, mais aussi les maladies cardiovasculaires, sans parler de la pollution engendrée dans l'air et qui donne les maladies pulmonaires, etc. Donc une agriculture sans pesticides et sans engrais chimiques, donc une agriculture biologique, permaculture, agroécologie, etc., qui permettrait d'ailleurs de créer des millions d'emplois. Restaurar l'agricultura pagesa, una agricultura que es basa en l'absència de pesticides que comporten malalties greus com el càncer, però també malalties cardiovasculars, pulmonars, refusar l'utilització d'abonaments químics en el cultiu dels camps, en definitiva, caminar cap a l'agroecologia.
Alors, nous ne sommes pas, les partisans de la décroissance ne sont pas contre le progrès, dans le bon sens du progrès, c'est-à-dire à diminuer l'effort pour améliorer le résultat, mais il s'agit, si on a des gains de productivité, non pas d'utiliser ces gains pour produire encore plus, mais pour travailler moins. Diu que no estem contra el progrés, que estem pel decreixement, sinó que es tracta de disminuir l'esforç per millorar. Es tracta de treballar menys per viure millor. Relancer la production de biens relationnels, c'est-à-dire des biens comme l'amitié, comme le savoir, comme la connaissance, etc., qui sont des choses qui donnent les relations sociales, qui donnent beaucoup de satisfaction, qui ne sont pas des biens marchands et qui permettent de rendre les gens heureux sans détruire la biosphère. Relançar la producció de béns relacionals, és a dir, béns com l'amistat, el saber, fonamentar les relacions socials en aquests béns, augmenta la satisfacció sense causar danys a la societat ni al planeta. Réduire le gaspillage d'énergie d'un facteur 4. Alors pourquoi? Parce qu'il existe en France une association qui s'appelle l'association Négawatt et qui a calculé qu'on pouvait diviser par 4 la consommation d'énergie. La plus grande source d'énergie, c'est le gaspillage. Et qu'on aurait les mêmes satisfactions. Reduir el malgastament d'energia, diu que a França hi ha una associació que es diu Megawatt, Negawatt, que proposa de reduir per 4 el consum d'energia. Restreindre l'espace publicitaire, parce que la publicité, finalement, c'est une pollution matérielle, spirituelle, morale, écologique, etc. Donc c'est la forme la plus destructrice et la plus dangereuse de colonisation de l'imaginaire. Donc progressivement, il faut essayer de la limiter et de limiter ses dégâts. Restringir l'espai publicitari és important des del punt de vista moral, és la forma més destructora que hi ha de colonització del nostre imaginari, per tant reduir l'espai publicitari és una cosa fonamental. Réorienter la recherche technoscientifique. Aujourd'hui, la recherche est totalement entre les mains des firmes transnationales, y compris la recherche publique. Et donc, les citoyens n'ont aucun regard sur les choix qui sont faits. On ne nous a pas demandé si on était favorable à des recherches sur les nanoparticules, sur l'homme augmenté, sur le transhumanisme, etc. Ce sont des recherches qui se font, même le nucléaire. En France, nous n'avons jamais eu le droit d'avoir voix au chapitre pour le nucléaire, à la différence de quelques autres pays. Donc, là encore, nous ne sommes pas contre la recherche, mais une recherche démocratique et une recherche qui va dans le sens, puisque certainement qu'on ne peut pas financer toutes les recherches. Il vaut mieux financer des recherches sur l'agriculture biologique que sur l'agriculture productiviste. Reorientar la recerca tecnocientífica, diu que als ciutadans no se'ls demana mai a veure què en pensen de recerques que són molt importants, no tenim cap poder de decisió sobre la recerca de les nanopartícules o sobre les recerques relacionades amb les nuclears. A França concretament no s'ha fet, com en altres països, cap mena de consulta en aquest sentit i per tant és importantíssim reorientar la recerca en un sentit democràtic i que els finançaments sobre recerca vagin sobre aspectes relacionats amb l'agricultura més que no pas amb els fets que acaba de citar. Mais dans tout cela, certainement, à très court terme, le problème que devraient affronter les partisans de la décroissance s'ils arrivaient au pouvoir, c'est de résoudre le problème du chômage. Et il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, les députés verts grecs m'ont invité à Bruxelles pour me demander comment les décroissants résoudraient les problèmes de la Grèce. Plus récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alexis Tsipras à Athènes et nous avons eu une longue conversation sur ce sujet. Diu que a curt termini el problema dels partidaris del decreixement, si estan al poder, és de resoldre l'atur. Diu que ha tingut ocasió d'estar amb Alexis Tsipras a Grècia i que parlar-ne extensament, perquè aquest és un problema clau l'afrontar per part dels partidaris del decreixement, la qüestió de l'atur.
Alors j'ai dit aux députés grecs, comme je l'ai répété à Tsipras à Athènes, j'ai la chance d'être un théoricien, de ne pas être un homme politique. Je préfère être à ma place qu'à la tienne. Mais du point de vue du théoricien, la solution est très facile. Maintenant, pour la mettre en application, ça c'est autre chose. Diu que li ha dit al diputat grec que ell tenia la sort de ser un tòric, no pas un polític, que s'estimava més estar en el lloc del tòric que no pas del polític, que evidentment teoritzar doncs, podia resultar relativament fàcil, però que aplicar la teoria era força més difícil. Un théoricien n'a pas en face de lui une Madame Merkel qui l'empêche de penser. Il peut penser, même s'il y a un imbécile comme Luc Ferry en face, chacun pensera, mais on peut continuer à penser. Tandis qu'évidemment, l'homme politique, c'est autre chose. Que el teòric no té davant la Merkel, que pot tenir davant en Luc Ferry, però que quan tens davant la Merkel, doncs, evidentment, és tot una altra cosa que està teoritzant com fa ell. Alors la solution, elle passe... Pour nous, pour les décroissants, elle passe par trois ensembles de mesures. Ils sont 3 R, relocaliser, reconvertir, réduire. Diu que la solució pels decreixents passa per 3 grups de mesures: relocalitzar, les 3, s'il vous plaît. Reconversion écologique. Reconversió ecològica. Réduction. Alors, relocalisation, il s'agit de démondialiser et donc de petit à petit reconstruire. D'abord, la première chose, arrêter l'hémorragie. Parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ferment, des emplois qui s'en vont en Roumanie, en Vietnam, en Thaïlande, n'importe où. Donc, mettre un frein à l'hémorragie de la destruction du tissu industriel et reconstituer progressivement une économie autosuffisante, une économie résiliente. La relocalització, la desmundialització és importantíssim posar-s'hi. Cal d'entrada parar l'hemorràgia, aturar l'hemorràgia que suposa doncs, aquesta fugida cap a Romania, cap a Tailàndia, cap a Vietnam, cap a tants països i que porten a una destrucció sense fre del teixit industrial. Alors pour relocaliser, il n'y a pas 36 solutions. D'une façon ou d'une autre, il faut du protectionnisme. Un protectionnisme subtil, un protectionnisme de taxation ou de toutes sortes, mais il le faut. Donc ce qui fait horreur à Bruxelles, ce qui fait horreur au Fonds monétaire international, ce qui fait horreur à tous les gouvernements, sauf que tous les gouvernements essayent subrepticement tout de même de le mettre en pratique, mais de façon perverse. Diu que no hi ha 36 solucions, que el proteccionisme, que és el que tant horroritza a Brussel·les, i que tots intenten posar-lo en pràctica, encara que de manera doncs, amagada i perversa. Alors la reconversion écologique, donc il est urgent d'avoir un grand plan de reconversion énergétique, parce qu'on sait qu'on aura beau faire et beau dire, même en détruisant tous les territoires pour aller chercher du gaz de schiste ou aller dans le fond des océans, la quantité de pétrole est limitée et avec la consommation qu'on en fait, de toute façon, il n'y en a pas pour l'éternité. Donc il faut, et en plus, ça engendre des gaz à effet de serre, donc ça détruit le climat. La reconversió ecològica és urgent, cal un gran pla de reconversió ecològica. El petroli no és un bé il·limitat i a més doncs, crea l'efecte del gas hivernacle i per tant doncs, és important aturar aquesta sagnia. On a évoqué la reconversion de l'agriculture. J'ai évoqué la restriction de l'espace publicitaire, donc il y a toutes sortes de reconversions à prévoir, y compris la reconversion de l'industrie automobile individuelle. Il faut penser d'autres systèmes de transport dans l'avenir. Diu que ha abocat la reconversió de l'agricultura, però també cal pensar la reconversió de l'indústria, del transport i pensar a solucions més durables, més sostenibles per moure's pel món. Donc avec la relocalisation, on créerait des millions d'emplois. Avec la reconversion, on créerait encore d'autres millions d'emplois. Et si ça ne suffit pas, réduction du temps de travail. S'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, eh bien, on disait autrefois, les socialistes du temps où ils étaient encore un peu socialistes, ils disaient travaillez moins pour travailler tous. Diu que la relocalització, la reconversió, es pot pensar també a la reducció del temps de treball. Diu que no és nou això, que ja en altres èpoques doncs, els socialistes deien treballem menys, treballem moins pour travailler tous. Treballem menys per treballar tots. Nous avons eu un président
ex-président qui veut être un futur président, qui s'est fait élire avec un slogan d'une stupidité insondable, travailler plus pour gagner plus. Un ex-president ha dit treballar més per guanyar més. C'est une stupidité que tous les économistes les plus orthodoxes auraient dû dénoncer, parce que c'est contraire à la base de l'économie la plus orthodoxe, c'est-à-dire la loi du marché, l'offre et de la demande. Si on travaille plus, ça ne peut qu'augmenter l'offre de travail, et comme la demande ne bouge pas, ça ne peut que faire s'écrouler le prix, et c'est ce qui est arrivé. Si on travaille plus, on gagne moins. Diu que al final doncs, aquesta estupidesa porta a l'absurd. Si treballem més, guanyem menys. Diu que tots els economistes tenen clar que això és contrari a la llei de l'oferta i la demanda. Donc nous disons travailler moins pour gagner plus, c'est pas stupide. Travailler moins pour travailler tous, et surtout travailler moins pour vivre mieux, pour découvrir que la vie c'est pas seulement métro boulot dodo, que la vie justement c'est d'avoir du temps pour réfléchir, pour se réaliser soi-même, pour avoir une vie digne de ne pas avoir une vie de machine, hein, comme malheureusement la plupart des travaux qu'on propose à l'heure actuelle, le travail précaire, c'est un travail absolument absurde et qui détruit le sens de la vie. Treballar menys, doncs, diu que és una premissa de la seva teoria per viure millor, no tant per guanyar més, sinó per viure millor, per tenir més temps, per viure amb més harmonia, per viure més feliços. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas commenté la 10e mesure, se réapproprier la monnaie. Si la monnaie, l'argent, comme le pensait Aristote, est un bien commun, une chose utile, il ne faut pas le laisser entre les mains des banques privées. Donc il faut absolument se réapproprier la monnaie, la monnaie peut être un bon serviteur, mais c'est toujours un mauvais maître. Il faut se servir de la monnaie, mais ne pas s'en laisser asservir. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a laissé faire depuis des décennies. Diu que s'havia oblidat de comentar el desè punt, que és el de reapropiar-se de la moneda, reapropiar-se dels diners, no deixar-los en cap cas en mans de la banca privada, perquè la moneda és un bon servidor però és un mal mestre. Alors pour conclure, comme je l'ai dit aussi bien au député grec qu'à Alexis Tsipras, je ne dis pas que ce programme soit facile, je ne dis pas que ce programme ne va pas, comme on dit maintenant, en reprenant les paroles de Churchill, qui est réalisé avec du sang, de la sueur et des larmes. Mais le sang, la sueur et des larmes, on les a déjà, mais on les a avec le désespoir. Au moins, avec ce programme, on voit le bout du tunnel et on verrait l'espoir renaître. Diu que, per concloure ja, diu que fàcil no ho és, però que, com deia, citant en Churchill i parlant de la frase de Churchill de suor i llàgrimes, diu que la suor i les llàgrimes ja les hem tingudes i per tant, doncs, com a mínim, si emprenem aquest camí, veurem la llum al final del túnel. La décroissance, c'est à la fois la reprise du projet socialiste initial, qui était non pas de produire plus, mais de distribuer de façon plus juste, mais en introduisant évidemment la dimension écologique. C'est donc un écosocialisme. Engels disait, l'humanité est condamnée soit au socialisme, soit à la barbarie. Eh bien, nous disons, ça sera soit l'écosocialisme, soit la barbarie. Diu que el decreixement ens ha de portar a la represa del projecte socialista inicial, introduint-hi la constant ecològica, i citant Engels, que deia que socialisme o barbària, ell diu que barbària o ecosocialisme. Merci. Bravo.